Merci d'avoir choisi RFI. Il est minuit 30 à Paris, 22h30 à Bamako, 23h30 à Niamey. À la une de cette troisième et dernière édition d'Afrique Soir, des frappes américaines en Libye à la demande du gouvernement d'union nationale libyen. C'est une première. Elles se sont déroulées près de la ville de Sirte et ont permis, selon le Pentagone, d'infliger de lourdes pertes aux extrémistes islamistes. En Côte d'Ivoire, une partie de l'opposition se dit farouchement opposée à la réforme constitutionnelle voulue par le président Ouattara. Le nouveau collectif des partis de l'opposition démocratique évoque même de graves entorses à la démocratie. Interpol met un terme à une arnaque planétaire orchestrée par un Nigérian. Plus de 50 millions d'euros ont été volés via Internet aux 4 coins du monde. Enfin, Afrique du Sud, l'ANC pourrait faire face à une situation inédite, un recul électoral mercredi aux élections municipales. Il s'agirait d'une grande première dans un pays où le parti de l'ANC règne presque sans partage depuis la fin de l'apartheid en 1994. À suivre toujours dans cette demi-heure d'information africaine, le journal des sports en toute fin d'édition et l'invité d'Afrique Soir. Il sera question de la crise économique et diplomatique que connaît actuellement le Burundi. En Libye, il s'agit d'une première. L'armée américaine a mené des raids contre des positions du groupe État islamique sur la ville de Sirte à l'est de Tripoli à la demande du gouvernement libyen d'union nationale. Information que le Pentagone confirme, Léonard Vincent. Un tank, 2 véhicules menaçant les positions des forces libyennes, mais aussi plusieurs combattants. Voilà quelles étaient les cibles visées par l'aviation américaine. La bataille pour la reconquête de Sirte comporte donc désormais un appui aérien apporté par les États-Unis aux forces libyennes engagées au sol. Depuis le mois de mai, leur progression était lente dans la ville natale de Mouammar Kadhafi. Dimanche, elles essuyaient encore de lourdes pertes en essayant de resserrer l'étau qui encercle les djihadistes autour des points stratégiques qu'ils contrôlent, comme le centre de conférence Ouagadougou, l'hôpital ou l'université. C'est pourquoi le Premier ministre libyen, Fayez al-Sarraj, dans son adresse à la télévision nationale, a dit avoir activé sa participation à la coalition contre l'État islamique en demandant à Washington des frappes ciblées pour soutenir son effort militaire. Il a précisé toutefois que ces frappes étaient limitées dans le temps et cantonnées à Sirte et à sa banlieue. De son côté, le Pentagone a expliqué que son aviation continuerait à frapper l'EI pour permettre au gouvernement libyen de faire des avancées stratégiques décisives. Fin de citation. Merci Léonard Vincent pour ces explications. Au Mali, le nord du pays est toujours en proie à l'instabilité. Un officier de l'armée malienne a été tué par 2 hommes la nuit dernière à Tombouctou. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Une source sécuritaire évoque une grande perte pour la lutte antiterroriste dans la région nord du pays. Réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Une partie de l'opposition se dit sceptique face à la proposition de discussion du président Ouattara. Une frange de l'opposition se dit même farouchement opposée à une telle démarche. C'est le cas du collectif des partis de l'opposition démocratique, le CODE, qui regroupe 23 partis politiques. Il dénonce des entorses graves à la démocratie. Le professeur Bemba Ferré, porte-parole du CODE et responsable du parti RPCI. Lorsque il y a un vice-président, vous savez c'est le cas aux États-Unis, dans ce cas-là, le président et le vice-président vont sous forme de tickets devant les électeurs. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et le président de la République prévoit des dispositions transitoires qui lui permettraient de nommer maintenant le vice-président qui serait prévu dans la prochaine constitution qui serait mise en place en 2020. Nous sommes donc opposés à la désignation d'un vice-président par le président de la République, ce qui serait une optique de monarchie que nous refusons. Il y a également la question du Sénat. Le président de la République veut créer un Sénat, mais en même temps, il se réserve le droit de désigner le tiers des sénateurs pendant que les 2 tiers seraient élus. Cela est également antidémocratique et cela pose le problème de la séparation des pouvoirs. La grande majorité de la société civile est sur la même ligne que nous. Nous nous battrons pour que les Ivoiriens massivement rejettent cette constitution et nous sommes convaincus qu'il en sera ainsi.
Le professeur Bemba Ferré, porte-parole du Code en Côte d'Ivoire et responsable du parti RPCI, propos recueillis par Frédéric Gara. En Côte d'Ivoire toujours, le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo a été reporté. Les audiences reprendront le 10 octobre prochain. Simone Gbagbo est poursuivie pour crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles dans des violences post-électorales après les élections de novembre 2010 qui ont fait pour rappel 3000 morts. L'an dernier, Simone Gbagbo avait déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Toujours en Afrique de l'Ouest, une arnaque à grande échelle internationale donc vient de prendre fin par l'arrestation d'un Nigérian âgé de 40 ans. Selon Interpol, à l'origine de l'arrestation, le réseau de malfaiteurs comprenait au moins une quarantaine de membres localisés au Nigeria, en Malaisie et en Afrique du Sud. Ils auraient estorqué pour plus de 50 millions d'euros en s'infiltrant dans des comptes mails de petites et moyennes entreprises, entre autres. Ils risquent désormais la prison. Les détails sur cette affaire avec Fabrice Vimot. L'identité de l'homme de 40 ans n'a pas été révélée. Simplement connu sous le nom de Mike, il est présenté par Interpol comme le cerveau d'un réseau d'une quarantaine d'individus répartis entre le Nigeria, la Malaisie et l'Afrique du Sud. Ces cybercriminels se sont illustrés dans l'infiltration de courriers électroniques, mais aussi par des arnaques sur des sites de rencontres. Selon Interpol, l'une des méthodes des pirates était la fraude dite au PDG. Le courrier électronique d'un haut cadre d'entreprise est piraté et une demande de virement bancaire est envoyée à la comptabilité. L'argent est alors viré sur un compte bancaire désigné qui appartient aux cybercriminels. Par ce procédé, l'une des victimes du réseau a été amenée à verser jusqu'à 15 millions de dollars. Interpol estime le nombre de victimes du réseau à près d'une centaine de personnes dans le monde entier. Le butin de ces arnaques se chiffre à plus de 50 millions d'euros, ce qui est inédit dans l'histoire de la cybercriminalité en Afrique. Un examen des appareils saisis chez le dénommé Mike montre qu'il était impliqué dans toute une série d'activités criminelles. Suite à cette arrestation, l'escroc présumé risque des poursuites pour piratage informatique, association de malfaiteurs et obtention d'argent sous des prétextes fallacieux. Merci Fabrice Vuimo. L'opposition tchadienne a prévu 3 jours de mobilisation contre l'investiture le 8 août prochain du président Idriss Déby Itno, dont elle conteste la réélection pour un 5e mandat présidentiel consécutif. Les opposants regroupés la semaine dernière dans un front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, FONAC, ont prévu une opération ville morte sur l'ensemble du territoire national le jour de l'investiture du président Déby, ainsi qu'une marche pacifique la veille à N'Djamena, la capitale tchadienne. Rappelons que le président Idriss Déby Itno a mené sa dernière campagne électorale principalement sur le thème de la sécurité nationale et de la lutte contre les islamistes extrémistes. Le gouvernement gabonais est sous pression depuis plusieurs jours suite à l'arrestation de plusieurs opposants, syndicalistes et membres de la société civile, des avocats, les organisations Human Rights Foundation et Survie, ainsi que 2 partis politiques de la gauche française, le PS et Europe Écologie Les Verts, ont protesté les uns après les autres contre ces interpellations jugées abusives. Sébastien Nemeth. Le dossier est vide, le ministère public viole la loi et la Constitution. Voilà ce que claironnent les avocats des 3 leaders syndicaux arrêtés le 9 juillet lors du dépôt de candidature du président Bongo. Plus d'une vingtaine de personnes avaient été interpellées ce jour-là, quelques autres ont été attrapées les jours suivants. Depuis, l'affaire a pris une tournure internationale. L'organisation américaine Human Rights Foundation dénonce une répression et accuse le président Bongo d'empêcher la société civile de se réunir pacifiquement. Survie demande à la France de cesser sa coopération policière avec Libreville. Le Parti socialiste français parle lui de pouvoir autoritaire, tout comme Europe Écologie Les Verts, qui dénonce de multiples exactions, des arrestations arbitraires et des chasses à l'homme. La réaction du gouvernement gabonais est cinglante. Son porte-parole estime que la plupart de ceux qui critiquent ne connaissent pas le Gabon. Quant au parti politique français, Alain-Claude Bilibinzé dénonce leur réflexe colonialiste totalement déplacé. Il rappelle que la France ne décore pas ceux qui cassent, en prenant l'exemple de Notre-Dame-des-Landes ou encore de la loi travail. Alain-Claude Bilibinzé rappelle enfin avec ironie les récentes défaites électorales des socialistes et des écologistes. Quant au fond de l'affaire, le porte-parole l'assure, il existe des preuves, vidéos, photos, qui montrent les prisonniers en train de participer aux violences.
Merci Sébastien Nemeth. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé dimanche à une marche contre le gouvernement éthiopien à Gondar, dans le nord-ouest du pays, dans la région Amhara. Gondar qui est depuis plusieurs semaines le théâtre de manifestations parfois violentes contre la décision du gouvernement éthiopien qui vise à modifier les districts du pays. Karim Lebourg. Cette manifestation à Gondar a surpris par son ampleur des dizaines de milliers de personnes rassemblées dans la capitale de la région Amhara pour protester contre le gouvernement éthiopien. Les autorités éthiopiennes avaient interdit cette marche, mais les Amharas ont massivement défié cette interdiction. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent une foule impressionnante dans un pays, l'Éthiopie, où les manifestations sont rares. Au cœur des protestations, la décision du gouvernement de rattacher la province de Walkeit à la région voisine du Tigré. Les Amharas y voient un nouvel exemple de favoritisme de la part d'un gouvernement dominé, disent-ils, par les Tigréens du Nord. Des revendications similaires à celles des Oromos, dont les manifestations ont été violemment réprimées en début d'année. Ensemble, Oromo et Amhara forment les deux principales ethnies du pays qui contestent de plus en plus ouvertement la chape de plomb imposée par le parti au pouvoir depuis 25 ans en Éthiopie. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI. Résurgence de l'épidémie de choléra et insécurité alimentaire. La population civile au Soudan du Sud paie un lourd tribut après les combats violents qui ont opposé les forces du président Salva Kiir à celles de l'ex-vice-président Riek Machar au mois de juillet dernier. Malgré l'accord de paix signé en août 2015, de graves violences ont éclaté dans tout le pays, forçant certains Sud-Soudanais à fuir leur habitation et l'accès à la nourriture est de plus en plus compliqué. Selon le rapport publié samedi par le Programme alimentaire mondial, le pays atteint son plus haut niveau d'insécurité alimentaire depuis le début du conflit en 2013. Les détails avec Chloé Gandolfo. La nourriture se raréfie et les prix flambent depuis quelques semaines sur les marchés de Djouba. Les légumes sont vendus entre 45 et 80% plus cher que d'habitude et le prix du fioul a augmenté, lui, de 70 à 80% selon les chiffres du PAM. Les frais de transport sont également très élevés à cause des risques de violence sur les routes principales. Selon le PAM, les prix vont continuer de grimper au mois d'août car c'est par Djouba que transite l'essentiel des importations de nourriture. Sur le marché de Konyo-Konyo, dans la capitale sud-soudanaise, les marchandises reviennent lentement sur les étals, mais les stocks restent faibles. Selon les estimations du PAM, les provisions alimentaires disponibles permettront de nourrir la population pendant 1 à 3 mois s'il n'y a aucun approvisionnement d'ici là. L'autre défi humanitaire, 3 semaines après la signature du cessez-le-feu, c'est l'épidémie de choléra qui se propage depuis le début de la saison des pluies. 500 à 600 cas ont été détectés par l'ONG Médecins sans frontières et l'épidémie risque de se propager rapidement à cause du nombre de déplacés dans le pays. Plus de 45 000 personnes ont fui le Soudan du Sud pour l'Ouganda depuis le 7 juillet, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Merci Chloé Gandolfo. En Afrique du Sud, c'est le dernier week-end de campagne avant les élections municipales qui se tiendront ce mercredi. Affaibli dans les sondages, le Congrès national africain pourrait perdre plusieurs métropoles clés. À 3 jours de scrutin, l'ANC veut pourtant afficher sa puissance. Le parti a réuni des dizaines de milliers de militants ce dimanche à Johannesburg. La correspondance de Lisa Fabien. À ses détracteurs, l'ANC répond par le nombre. Le parti a rempli 2 stades entiers pour son dernier rassemblement avant les municipales. Une démonstration de force en plein cœur de Johannesburg pour rappeler que l'ANC a une histoire que même les plus jeunes se plaisent à évoquer. Nous devons nous rappeler d'où nous venons et savoir où nous allons. L'ANC a tenu ses promesses. Moi-même, j'habite dans un logement social qui a été payé et construit par le gouvernement de l'ANC. C'est mon parti. Mon père, mon grand-père se sont battus pour ce parti, pour que je sois libre. Ici, on fait bloc derrière l'ANC, même si beaucoup évitent de citer le nom de Jacob Zuma. D'autres n'hésitent pas à balayer les accusations de corruption qui minent le parti. De quelle corruption parle-t-on? Est-ce que le parti est corrompu lorsqu'il amène de l'eau potable aux gens? Est-il corrompu lorsqu'il donne accès à l'électricité? Laissez la justice faire son travail et on verra bien si l'ANC est corrompu ou pas. Les militants de l'ANC
l'ANC reste persuadée que l'opposition n'a aucune chance de l'emporter, ni à Johannesburg, ni ailleurs. Non mais regardez ce stade, il est rempli. L'Alliance démocratique n'a aucune chance. Oui, ils arriveront en deuxième position, mais ils ne seront jamais en tête. Acclamé par la foule, Jacob Zuma a de nouveau taclé l'opposition en rappelant que Nelson Mandela avait mis en garde contre l'Alliance démocratique. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. Merci Lisa Fabian. À suivre dans cette demi-heure d'actualité africaine, le journal des sports avec Hugo Moissonnière, le zapping avec Juan Gomez. Il sera question du Gabon. Mais tout de suite, nous retrouvons l'invité d'Afrique Soir à propos du Burundi. Au Burundi, les autorités viennent d'interdire toute exportation de produits vivriers vers les pays limitrophes. Une décision qui répond à des prévisions météorologiques inquiétantes selon le gouvernement. Mais dans les faits, le pays peine à nourrir sa population. 4 mois après la suspension par l'Union européenne de son aide budgétaire directe, l'économie du pays est exsangue. Inflation galopante, appauvrissement de la population, une crise économique qui ne s'arrange pas et qui n'arrange en rien l'isolement croissant du Burundi sur le plan diplomatique, selon Faustin Ndikumana, directeur du Parsem, une ONG burundaise qui lutte en faveur de la bonne gouvernance, au micro de Carole Valade. Faustin Ndikumana, bonjour. Bonjour. Les autorités burundaises ont décidé d'interdire les exportations de denrées vivrières vers les pays limitrophes pour éviter, on l'imagine, une situation de pénurie. Est-ce que cette mesure vous semble appropriée au vu de la situation agricole du pays ? Globalement, le Burundi enregistre un déficit de production alimentaire qui dépasse légèrement 30%. Je crois bien que la mesure peut être nécessaire, mais elle n'est pas suffisante au niveau de l'efficacité pour pallier vraiment aux problèmes alimentaires qu'éprouve aujourd'hui le Burundi. Donc la situation est plus grave que cela. On sait que la crise politique a déstabilisé le secteur agricole, mais c'est l'économie entière qui est touchée. Est-ce qu'il y a encore de l'argent qui rentre au Burundi ? Au niveau même des entrées liées aux investissements directs étrangers, il y a peu de devises vraiment qui passent par ce canal. Le Burundi n'attire pas vraiment visiblement les investisseurs. Même le secteur touristique vraiment aujourd'hui est mis à rude épreuve. Les hôtels sont presque vides, ils ferment au jour le jour. Les employés dans les hôtels sont envoyés au chômage. Alors que nous avions un potentiel touristique énorme. Vraiment, ça, c'est un handicap. C'est vraiment les devises de la coopération qui renforcent les caisses de l'État et c'est visible. Et cette aide au développement, elle a été en grande partie suspendue. Et ce manque de devises étrangères, il entraîne une perte de valeur du franc burundais, puisque la valeur d'une monnaie se calcule toujours par rapport aux autres. Et le dollar flambe, vraiment. Il y a une flambe du coût du dollar qui commence à affecter tous les produits. Les cahiers, les matières et fournitures de bureau aujourd'hui. Une lame de papier qui s'achetait à 10 000 francs, maintenant c'est 16 000 francs. Un paire de souliers qui s'achetait 35 000 francs, maintenant c'est 60 000 francs. Vraiment, c'est lamentable. Un kilo de pommes de terre qui s'achetait à 800 francs, maintenant c'est 1400, 1300, 1400. C'est vraiment pénible. Il y a une inflation généralisée ici au Burundi actuellement qui commence à être insoutenable, commence à être vraiment difficile à supporter pour les grandes catégories de la population qui étaient déjà paupérisées. Et l'un des secteurs les plus touchés, parce que c'était l'un des secteurs les plus subventionnés, c'est le secteur de la santé. Sur le marché, il y a des médicaments très coûteux, des antibiotiques très coûteux qui commencent à manquer. Les gens commencent à se lamenter par rapport à cela. Et je crois même que peut-être la petite chance qu'on a eu, le bien qu'on a eu pour le Burundi, c'est que ce contexte arrive dans des circonstances où le cours du pétrole à l'étranger n'était pas vraiment élevé comme dans les années antérieures. Sinon, ça aurait été catastrophique. Il y a dans certaines provinces où les cartes d'assurance maladie commencent à être ignorées par les hôpitaux parce que le gouvernement a des dettes extrêmement élevées à certaines infrastructures de santé, notamment les hôpitaux, parce que les hôpitaux et les centres de santé honorent l'engagement de gratuité, mais au niveau du remboursement, il y a un problème. Est-ce que d'autres pays se sont manifestés pour venir en aide, pour soutenir l'économie burundaise ? Bon, des fois, on a parlé d'une tentative d'explorer les relations avec les pays émergents, en l'occurrence la Russie et la Chine. Mais au niveau vraiment des transferts financiers visibles, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on ait vraiment enregistré un transfert de fonds, de liquidités de la Russie ou de la Chine.
Vu la situation politique, le Burundi ne peut pas vraiment non plus recourir à l'emprunt sur les marchés financiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme option au gouvernement ? La marge de manœuvre est tellement réduite que parmi les meilleurs chemins, il faut vraiment que le Burundi s'engage à retrouver le chemin de la normalité. Il faut que cette étiquette de pays en crise soit levée pour que nous soyons un pays beaucoup plus fréquentable, un pays qui peut offrir ses opportunités afin d'être exploité par tous les investisseurs potentiels et aussi reprendre la coopération normale. C'est l'une des urgences. Aujourd'hui, on a l'impression que le Burundi se retrouve de plus en plus isolé sur le plan économique, mais aussi diplomatique, face à l'Union européenne, face à l'ONU, ou encore à l'Union africaine, puisque Bujumbura a boycotté le sommet de Kigali. Est-ce que ça vous inquiète pour le développement du pays ? C'est grave, parce que un pays qui a des difficultés devrait plutôt voir comment s'intégrer dans le sillage du monde pour essayer de multiplier les partenaires. Mais maintenant, on voit que c'est le vocable souveraineté nationale qui est toujours utilisé pour justifier telle ou telle autre mesure. Mais je crois que devant une situation évidente qui est déjà là, on doit rectifier le tir. Faustin Ndikumana, merci beaucoup. Merci, monsieur. Faustin Ndikumana, directeur du PARSEM, une ONG burundaise, au micro de Carole Valade. À la une internationale, en ce 1er août en France, plusieurs mises en examen après les attentats de Nice et le meurtre d'un prêtre il y a une semaine près de Rouen. Les terroristes auraient eu des complices. En Syrie, 5 soldats russes ont été tués lorsque leur hélicoptère a été abattu. Ils revenaient d'une livraison d'aide humanitaire dans la ville d'Alep, une ville d'où les djihadistes du groupe État islamique essaient de sortir. Au Brésil, on attend toujours la décision du Comité international olympique sur la participation ou non des athlètes russes. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est prévue pour vendredi à Rio. Et on retrouve la page des sports avec Hugo Moissonnier. Hugo, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. On ouvre avec du basket. Mauvaise nouvelle pour le Nigeria à quelques jours à peine du coup d'envoi des Jeux de Rio. Coup d'envoi vendredi, je le rappelle. Oui, le Nigeria, malchanceux au tirage au sort, qui l'a placé dans le groupe dit de la mort avec les États-Unis, l'Espagne, l'Argentine, la Croatie et la Lituanie à Rio. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, devra en plus se passer de l'une de ses stars, Al-Farouk Aminou, Alejandro Valente. Al-Farouk Aminou, ailier des Blazers de Portland, ne sera donc pas du voyage à Rio. C'est une très mauvaise nouvelle à quelques heures du dernier match de préparation du Nigeria face aux États-Unis ce soir à Houston. Certes, le joueur n'avait pas encore participé au moindre match de préparation, mais il semblait acquis qu'il disputerait les Jeux Olympiques de Rio comme il l'avait fait en 2012 à Londres. Aminou a souhaité bonne chance aux Nigérians, indiquant que son absence était due à un conflit avec la fédération, sans plus de précision. La fédération du Nigeria a publié de son côté la liste des joueurs retenus pour les Jeux sans Al-Farouk Aminou. En fait, son forfait serait dû à un simple problème d'assurance, la fédération nigériane refusant de prendre en charge la prime d'environ $15 000 exigée par le club de Portland. Cette absence s'ajoute à celle de Festus Ezeli, nouveau coéquipier d'Aminou à Portland, après avoir été vice-champion de la NBA cette année avec les Golden Warriors, un forfait dû à des raisons similaires. Rappelons que l'ancien capitaine Olumide Oyedeji sera absent lui aussi, mais pour des raisons personnelles. Et précisons finalement que le frère aîné d'Al-Farouk Aminou, Alade, qui évolue, lui, au championnat d'Israël, sera en revanche du voyage à Rio. Et vous l'avez entendu, le dernier match de préparation du Nigeria pour Rio, ce sera tout à l'heure un sacré test à Houston face aux États-Unis justement, des États-Unis qui restent sur 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, coup d'envoi dans un petit peu plus d'1 heure. En football, les jeunes Diables Rouges remportent l'Unifac des moins de 17 ans. La Coupe de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. En l'absence de la Centrafrique, de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé et Principe, le tournoi s'est déroulé sous la forme d'un mini-championnat et le Congo-Brazzaville termine devant la République démocratique du Congo. Après un match qui a opposé les deux équipes ce dimanche, score final
finale 1-1, un score suffisant pour les Diablotins. Le Cameroun termine 3e devant le Gabon et le Tchad qui est bon dernier. Et puis toujours chez les jeunes, Hugo, la Namibie s'impose de son côté dans le tournoi de la COSAFA chez les moins de 17 ans. Avec une victoire en finale face à l'Afrique du Sud toujours ce dimanche. Victoire 3-1. Le tournoi était organisé sur l'île Maurice. Le Malawi termine 3e après avoir battu le Kenya qui était une nation invitée. Cette COSAFA des moins de 17 ans a également été marquée par la disqualification de la Zambie un peu plus tôt dans le tournoi. La Zambie, auteur d'un sans faute pourtant au premier tour, mais sanctionné pour avoir aligné 2 joueurs qui avaient dépassé la limite d'âge. Enfin, chez les grands, le Camerounais Alexandre Song s'engage en Russie. Oui, Alexandre Song, une star loin de ses plus belles années. 28 ans après un passage délicat au Barça et 2 saisons gâchées à West Ham en Angleterre avec seulement 12 rencontres disputées l'an passé. Bien, l'ancien milieu d'Arsenal signe au Rubin Kazan. Il venait d'être laissé libre par le FC Barcelone. Et puis un autre international camerounais change de club, le défenseur Jean-Armel Kanabiik. Il quitte Toulouse 1 an et demi après son arrivée pour rejoindre la Turquie et Kayserispor. Prenons des nouvelles enfin de Demba Ba. La star sénégalaise se soigne désormais au Qatar après son horrible blessure à la jambe gauche. La blessure, je vous le rappelle, survenue lors du derby de Shanghai en Chine. Donc le 17 juillet, Demba Ba, 31 ans, le disputait avec son club, le Shanghai chinois. Et si vous êtes sensible, Catherine, n'allez surtout pas voir les images sur internet de cette blessure. Mais heureusement, le Lion de la Teranga va mieux. Il est sorti de l'hôpital jeudi dernier et il poursuit depuis ce lundi sa convalescence au très réputé Institut Aspetar de Doha. Des nouvelles rassurantes donc. Merci Hugo Moissonnier pour cette page des sports. Ainsi s'achève Afrique Soir. À la rédaction en chef, Christine Muratet, assistante d'édition Cécile Périllard. À la réalisation, Antoine Prénat. Dans quelques instants, vous retrouverez le zapping de Nicolas Brousse ce soir. Quant à moi, je vous dis à demain. Restez bien à l'écoute de Radio France Internationale. Milliards de voisins. Sandrine Mercier attend vos témoignages sur le thème de demain. Reconnecter les enfants à la nature, comment et pourquoi faire? Les enfants de nos jours grandissent avec plus de pression. Pour qu'ils trouvent leur potentiel, doivent-ils redécouvrir la nature? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins, Sandrine Mercier. Du lundi au vendredi à partir de 10h10 TU. RFI. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Ce matin, nous discutions de la présidentielle au Gabon. À un mois du scrutin, l'opposition n'a pas réussi à faire invalider la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Écoutez vos réactions. La Cour constitutionnelle avait raison de rejeter les recours de l'opposition parce que selon ce fameux article 10, si leur candidature a été rejetée, ils avaient le droit d'interpeller la Cour constitutionnelle. Mais ils n'avaient pas le droit de contester la candidature d'un autre Gabonais. Si vous venez au Gabon avant l'âge de 15 ans et que vous êtes élevé par un Gabonais ou par les autorités publiques gabonaises, en ce moment, vous avez la nationalité d'origine. Ça veut dire qu'Ali Bongo est tout simplement présidentiable. Écoutez, les recours sont faits pour être utilisés. L'opposition estime que l'acte de naissance du président est entaché d'irrégularité. Je crois que c'est leur plein droit d'utiliser toutes ces voies de recours. Il y a aussi une disposition du Code de nationalité qui dit, lorsque votre nationalité est contestée, vous devez apporter la preuve que vous êtes effectivement gabonais. Moi, tout ce que je dis, ils ont fait des recours. Malheureusement pour eux, la Cour constitutionnelle a recusé ces recours. Il faut qu'on passe à autre chose. Parce que s'il faut qu'on fasse le bilan, tout le monde a une part de responsabilité. L'opposition n'a aucun programme et on a été vraiment attristé par les recours introduits par quand même des hommes d'État de ce niveau de responsabilité et qui mettent dans leur recours, parfois mettent en péril l'unité du pays. Les recours ont été rejetés, on passe à autre chose. Que l'opposition nous présente son programme, qu'ils attaquent le bilan d'Ali Bongo. Moi je pense actuellement c'est qu'ils n'ont aucun projet politique pour le Gabon, aucun projet économique, donc ils sont incapables d'attaquer le bilan.
Ali Bongo a apporté plus que le Gabon n'en avait eu en 40 ans. Vous voyez, 4 hôpitaux de dernière génération. La mesure bac égale bourse. C'est ça, effectivement, l'égalité des chances. Quand vous pensez que les enfants des bidonvilles, ceux des bas quartiers peuvent aujourd'hui prétendre à apprendre dans les meilleurs établissements, je veux dire, dans les mêmes conditions que les enfants des gens aisés, pour demain être appelés à servir au gouvernement à tous les postes où l'État aura besoin d'eux, je pense que c'est une avancée significative. Demain, nous débattrons d'une autre présidentielle, celle qui doit se tenir en RDC. Ce week-end a été marqué par le retour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Et si le temps d'un été, 20 jeunes prenaient le contrôle des ondes pour raconter le monde avec Pauline Mocor et Alice Milo? Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Bah écoute bien, quoi de neuf? Bah j'ai vu sur internet que le 11 septembre c'était un complot. Non mais t'es trop influençable mec. Mais non, pourquoi tu dis ça? Non mais tu crois vraiment n'importe quoi. Hein. Non mais je te jure, Michael Jackson il est pas mort. Non sérieux. Mais oui, tu verras ça dans l'émission Le Monde est à nous. On parlera jeunesse sous influence. Ah ouais, c'est ce dimanche à 16h10 TU sur RFI? C'est ça. On y sera ce dimanche à 16h10 TU sur RFI.